proposée par 3 associations, l'association Capacité, l'association Parole de Femmes et l'association Bulle Connexion. Donc le projet est né entre une rencontre entre le CIDF et Parole de Femmes. On a mis assez longtemps pour trouver une formule adéquate. On a fait des tentatives et puis on a eu du mal à mobiliser les femmes. Et puis Chantal Rocheman de Capacité a eu l'idée d'interviewer des femmes et de créer un spectacle, qu'on crée un spectacle à partir de ces interviews. Donc elle a interviewé 17 femmes qui venaient d'horizons différents, qui venaient d'Arles et d'Avignon. Et je me suis chargée, moi qui fais partie de l'association Bulle Connexion, de réécrire le texte à partir de 12 interviews qu'on a gardées et de faire la mise en scène. Alors quand on a interviewé ces femmes, on ne connaissait pas leur vie, donc ça a vraiment été une aventure et on a été frappés après par les ressemblances qui pouvaient se glisser entre les différentes histoires. Alors chaque histoire vous est présentée les unes après les autres et chaque histoire de ces femmes est racontée par plusieurs femmes. Donc il y en a 12 au total. Donc on a pris le parti de lire ces histoires parce que la plupart de ces femmes ne sont pas comédiennes et beaucoup d'entre elles donc, ont participé aux interviews. Voilà, donc toutes ces histoires sont vraies, mais pour théâtraliser, j'ai grossi certains traits et diminué d'autres. Donc voilà, et ce qui nous a touchés dans toutes ces histoires, c'est le courage commun à toutes ces femmes et leur capacité de rebondir. Voilà. Bon spectacle et à tout à l'heure. En 1938. Un an plus tard, c'était la guerre. Mon père est parti. En 1940, il a été fait prisonnier par les Allemands. J'étais avec mes grands-parents. On habitait en Bretagne, à côté de Saint-Brieuc. Ma mère faisait des pelotes de laine qu'elle envoyait à mon père et elle cachait des messages à l'intérieur. À l'école, on devait quitter la classe et aller dans une sorte de souterrain dans le jardin. On nous mettait des masques à gaz. Je trouvais ça rigolo. On n'a pas eu faim pendant la guerre. On mangeait les légumes du jardin. Mon grand-père avait 3 jardins. Il plantait, il bêchait avec la pelle et le râteau. Il faisait tout d'un seul bras. Il avait perdu son autre bras à la guerre 14-18. À la Libération, j'ai vu des femmes se faire tondre. Ça, c'était choquant. Elles étaient sur des plateaux, dans des camions. Après, mon père est revenu d'Allemagne, j'avais 7 ans. On m'a dit, c'est ton père. Mais on m'aurait présenté à un autre monsieur, ça aurait été pareil. Quand mes sœurs sont nées, mon père était plus proche d'elles que de moi. J'adorais quand on allait voir le Tour de France en famille. À l'époque, c'était la fête dans les villes-étapes. Mais ça a drôlement changé. Qu'est-ce qu'ils ont restreint? Maintenant, ils ne donnent plus comme avant. Si tu arrives à attraper une casquette, c'est que tu as bien de la chance. Quand j'étais petite, il y avait beaucoup de gens en noir. Ils étaient en deuil. C'était à cause de la tuberculose. Il y en a qui perdaient un proche, puis 2, puis 3, et ils passaient leur vie en noir. J'ai suivi un enseignement catholique. J'allais à la messe, au vêpres. On pensait que je deviendrais bonne sœur. Et puis à l'âge de 16 ans, terminus, j'en ai eu marre. Trop, c'est trop. J'en pouvais plus de ça. Je me suis mariée à 27 ans. Avec mon mari, on est allé vivre à la campagne, à côté de ma belle-mère. C'était formidable. Une horreur. Elle critiquait toujours tout. En 72, mon mari a été muté pour travailler dans un grand magasin. On est venu habiter à Arles. On s'est installé dans le quartier de Montplaisir avec mon mari et mes 3 fils. On avait une jolie maison avec un jardin. Chez moi, mon mari, c'était le chef. Il était assez autoritaire. Si
c'était maintenant, ce serait autre chose. Amène-moi un bonhomme qui me dise quoi faire. Et puis il verra. Vive la liberté! Tu ne viendras pas à mon mariage demain, ni après-demain. C'est moi qui te le dis. En 78, mon mari m'a quittée pour une autre femme. Il m'a laissée toute seule avec mes 3 enfants. Ça s'est drôlement dégradé dans les quartiers ces dernières années. Les gens ne respectent pas l'environnement. Moi, je promène le chien d'une dame et je dois être une des seules à ramasser les crottes. Les enfants de ma voisine, ils jettent tout par terre. Des trucs de glace, de gâteaux. Pourtant, il y a des poubelles. La dernière fois, des jeunes faisaient du bruit. Il y a une dame qui leur a dit de faire moins fort. Qu'est-ce qu'elle n'a pas entendu? Salope, je te nique, va en maison de retraite. Mais qu'est-ce qu'ils en niquent des gens? La police et tout ça. Mais tous ces voyous, quand ils voient des bébés, ils sont gentils, ils sont doux. On les voit, ils les prennent dans leurs bras, ils ne sont pas méchants. Mais ils ne peuvent pas s'empêcher de faire des bêtises. Mon fils me disait « Maman, je ne deviendrai jamais vieux. » Et je lui disais « Mais tu ne pourras pas choisir. On ne choisit pas. » Mais lui, il a choisi. Il s'est suicidé. Il avait 38 ans. Parfois, j'aimerais que quelqu'un m'aide à porter. C'est pas facile d'être toute seule. J'ai eu des occasions de me remarier, mais j'ai toujours eu peur. Je me suis toujours contentée de ce que j'avais. Quand on regarde en dessous de soi, on est bien. Je me dis, j'ai un toit, je suis habillée pour l'hiver, tout va bien. Il y a des gens qui se plaignent tout le temps. Je me dis, j'ai un toit, je suis habillée pour l'hiver, tout va bien. Il y a des gens qui se plaignent tout le temps. Ça devient une habitude. Je me dis, au secours. S'il pleut en février, tu auras un grenier plein. Mon père et ma mère étaient très amoureux l'un de l'autre. Ils étaient riches. Ils allaient au bal, au restaurant, à l'hôtel. Pour eux, la vie était une ressource inépuisable de plaisir. Quand il n'y en a plus, il y en a encore, disait mon père. Rien ne devait être pris au sérieux. Tout était sujet à rire et à plaisanter. Ils avaient tous les deux connu la guerre. Parfois, ma mère me racontait. J'étais dans la rue avec ton frère dans les bras. J'avais mon manteau avec l'étoile jaune cousue dessus. Tout à coup, un nazi m'empoigne et me hurle. Toi, la sale juive, monte dans le camion avec ton gosse. C'était une rafle. Je savais que si je montais dans le camion, c'était fini. Tout à coup, un autre nazi me dit « C'est incroyable, on dirait ma petite amie. Allez, fous le camp !» Mes parents se sont cachés dans une chambre froide avec mon frère. C'est grâce à ça qu'ils ont survécu. Quand j'étais petite, si je pleurais, ma mère me disait « Pourquoi tu pleures? Ce n'est pas toi qui as perdu toute ta famille à la guerre. » Mon père était ailleurs. Juste après la guerre, il a fait des soutiens-gorge et des culottes dans les toiles des parachutes anglais. À cette époque, les femmes manquaient de tout. Je suis née 3 ans après la guerre, en 1948, le jour de l'anniversaire de mon père. J'étais un vrai miracle pour mes parents. Ma mère était très pratiquante.
Mon frère aîné a étudié dans une école juive. C'est lui qui m'a appris à lire. Il achetait tous les livres de la collection de poche, du numéro 1 au numéro 500. Dès que j'ai eu 6 ans, il a commencé mon éducation. Il m'a fait lire Corneille, Racine, Sartre, Proust. Je lisais beaucoup de choses qui n'étaient pas de mon âge. À 16 ans, je me suis mariée avec un juif pied noir. Comme tous les pieds noirs, il avait été chassé d'Algérie. Il en voulait beaucoup à la France. Mon mari était riche. Nous habitions Nice. C'était le monde des fourrures, des yachts et du tape à l'œil. En 1968, j'avais 20 ans. Mon mari m'insultait et me battait. J'avais 2 enfants en bas âge. De ma fenêtre, j'entendais les manifestations dans la rue. C'était un vent de révolte et de contestation, un espoir magnifique. Et je ne pouvais pas descendre les rejoindre. J'avais mes 2 enfants accrochés à mes jupes et je n'avais pas le droit de sortir. Mai 68 se faisait sans moi. Toute la journée, je restais enfermée. J'étais devenue dépressive. J'ai fini par aller voir un psychiatre. Je ne vois qu'une chose à faire pour votre femme. C'est quoi? C'est de lui permettre de suivre des cours de théâtre. Des cours de théâtre? Votre femme a des tendances suicidaires. Elle a besoin de s'exprimer. Si elle ne le fait pas, Quel cours de théâtre vous nous conseillez? voici une liste. Vous n'avez qu'à choisir. Et c'est ainsi que j'ai commencé à suivre des cours de théâtre, mais seulement sous certaines conditions. Tu n'iras à ton cours de théâtre que si la maison est impeccable. Si je la trouve sale et de la poussière qui traîne, tu n'iras pas. Tu m'as compris? Mon mari ne mentait pas. Il vérifiait tout. Il ouvrait les placards, il regardait sous les lits. Mais moi, le ménage, je savais très bien le faire. Au cours de théâtre, il y avait beaucoup de communistes. Ils m'expliquaient ce que c'était la plus-value, le capital. Là-bas, j'ai rencontré une femme. On est devenus amis. C'est elle qui m'a secoué les puces. Tu peux pas continuer à vivre comme ça, regarde-toi, une vraie zombie. Qu'est-ce que t'attends pour divorcer? C'est pas facile. Bouge-toi les fesses. Tiens, prends ça. C'est quoi? Le numéro de téléphone d'un bon avocat. En 1970, j'ai demandé le divorce. J'avais 22 ans. Je n'avais pas fait d'études et je n'avais pas de métier. Alors j'ai décidé d'aller vivre en communauté. Mes parents vivaient en Israël. J'ai déposé une demande pour aller m'installer avec mes enfants dans un kibbutz. Nous avons étudié votre demande et j'ai le regret de vous informer que la réponse est négative. Pourquoi? Le père de vos enfants est en France. Vos enfants devront aller le voir. La communauté devra prendre en charge ces visites. Comprenez-moi. 5 voyages aller-retour, France-Israël, multipliés par 2, c'est une dépense trop lourde pour notre kibbutz. Madame, je suis désolée. Je ne savais pas ce que j'allais devenir quand mon frère m'a appelée. Allô, ma petite sœur? C'est ton frangin? Comment ça va? Bah très bien, je me marie dans un mois. Oh, c'est formidable, avec qui? Une Allemande. Une Allemande? Ouais, une fille de SS. Allô? Allô, tu es toujours là? Ben oui. Tu l'as dit à papa et à maman? Pas encore. Ça va faire un scandale, hein? Ouais, ça risque en effet, mais la guérison, petite sœur, ça passe aussi par là. Dis-moi, tu sais qu'avec des étudiants, on va créer une communauté? Une communauté? Ça t'intéresse? Ah, bien sûr que ça m'intéresse. Alors viens, on t'attend. J'ai vécu 10 ans en communauté avec mes enfants. On était bergers, on vivait avec très peu d'argent. Quand la communauté s'est politisée, je suis partie. J'ai repris mes études. Je suis devenue directrice d'un centre d'animation. Et puis j'ai rencontré un peintre, et il faisait partie de la grande bourgeoisie parisienne, et je suis repartie dans les fastes de l'argent. Et puis,
j'ai décidé de me former à la thérapie. En définitive, on ne peut pas changer la société si on ne change pas d'abord les humains. donne des rhumes tenaces. Je suis née en 1954. Je me souviens des avions et des soldats qui enfonçaient les portes. Je me souviens des soldats et de leur habit vert. À 17 h, il n'y avait plus personne dans les rues. C'était le couvre-feu. On entendait les bombardements et les avions. Je m'agrippais à la jambe de papa. Il me prenait dans ses bras pour me calmer. Je voyais mes parents qui souffraient. Et puis, je me souviens des you-you. Il y en avait du monde dans les rues. Ça chantait, ça dansait. Tout le monde fêtait l'indépendance de l'Algérie. Je m'en souviens, j'avais 8 ans. Quelques années plus tard, on est venu en France. Au début, ma mère ne voulait pas venir. En Algérie, ma mère était sage-femme. Elle était libre. Elle voyait beaucoup de monde. En arrivant en France, elle a perdu sa liberté. Elle a arrêté de travailler. Elle restait chez elle. Elle n'osait pas sortir, elle était timide. Là-bas, c'était une princesse. Elle connaissait tout le monde. Ici, c'était l'enfermement. À 15 ans, j'étais espiègle. J'ai senti qu'on allait me marier. Ils ont laissé passer 2 ans pour préparer le mariage. Ça a été un bon mariage. Ils adorent ça, les you-you et les tralala. Mon mari faisait sa loi. Il passait la nuit dans des cafés, il buvait. Le lendemain, si je demandais des explications, il me battait. On a eu 4 enfants. Quand la dernière a eu 3 ans, j'ai demandé le divorce. Tout le monde m'a tourné le dos. Mes sœurs, mes amis, les voisins. J'ai été mise à l'écart. Ce sont des professionnels qui m'ont aidée. Grâce à eux, j'ai trouvé du travail et un appartement. Maintenant, le divorce est mieux accepté dans la communauté musulmane. Ça évolue. Ma tante, qui a 70 ans, a divorcé à 60 ans. Après, j'ai rencontré mon second mari. Il m'a épousée avec mes 4 enfants. Il est d'origine française. Ma famille l'a mal pris, évidemment. J'ai dû me battre pour qu'il accepte. Aujourd'hui, tout le monde va bien dans ma famille. Mes enfants vivent leur vie, ils sont heureux. Mon fils vit avec une Française, une de mes filles avec un Algérien, une autre avec un Français et la 4e avec un Italien. La lune donne tout, ou bien elle lotte. Je suis née en Algérie en 1960. J'avais 1 an quand on est arrivé en France. On habitait à Lyon. Mon père a appris à ma mère à faire du vélo et de la mobilette.
Il voulait qu'elle soit indépendante. Ce n'est pas courant à l'époque une maghrébine sur une mobilette. À la maison, nous étions 11 enfants. Mon père a toujours fait en sorte que l'on soit bien. Tous les week-ends, on partait en famille. Et chaque année, on allait au camping Beau Rivage. À 10 ans, mon papounet m'a offert un beau vélo tout neuf. À la maison, on n'avait pas le droit de sortir. C'était ma mère qui tirait les rênes. Pour aller en ville, c'était dur. Il fallait toujours monter un stratagème. Alors on fait comment? Écoute, c'est facile. Tu mets tes habits dans un sac, tu jettes le sac par la fenêtre, après tu mets ta gandoura, tu demandes à ta mère la permission de venir chez moi et c'est magique. Mais elle ne voudra jamais. Mais si elle voudra, parce qu'on sort pas dans la rue en gandoura, elle va croire qu'on va rester sagement chez moi. Bon, et après on fait quoi? Tu récupères tes habits en bas de chez toi, tu viens chez moi, tu te changes et on part en ville. T'as compris? Oui, j'ai compris. Et ce stratagème, on l'a fait et refait. Il marchait très bien. Jusqu'au jour où ma tante est arrivée au moment où j'allais partir. Où elle va, ta fille? Chez la voisine. Tu la laisses sortir? Bah, elle va juste chez sa copine. Ah oui, elles vont aller en ville, elles vont faire les folles et courir, les garçons. Bah, où veux-tu qu'elle aille? Elle est en gandoura. En gandoura, et c'est ça. Et c'est quoi ça? Et à ce moment-là, ma tante a brandi le sac que je venais de lancer par la fenêtre. C'est pas les affaires de ta fille, ça? Elle a failli me tuer. Il est passé là. Et j'ai reçu une bonne correction. À 17 ans, mon père m'a présenté quelqu'un. Ma fille, je ne te forcerai pas. Tu fais ce que tu veux. Il est plus âgé que toi, mais il a de l'argent, une ferme, et c'est un bon musulman. J'ai rencontré cet homme. Et quand il est parti, j'ai dit à ma sœur, alors, qu'est-ce que tu en penses? Je crois que je vais dire oui. Tu l'aimes? Il ne me déplaît pas. Je vais le dire à papa. Attends, tu lui diras demain. Laisse Pourquoi? passer la nuit. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. La nuit porte conseil. En effet, j'ai attendu le lendemain. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais je suis folle. Je vais me marier avec un vieux, m'enfermer dans une ferme à Babeloued. Sinon, dans 10 ans, je serai en gandoura avec 15 enfants. Papa! Quoi, ma fille? Je suis là, ma fille. C'est non, papa. Je ne peux pas me marier avec cet homme. C'est comme tu veux. Je ne te force pas. Merci, papa. C'est normal. Merci, papa. J'ai continué à monter les stratagèmes. Et à 18 ans, je suis partie à Cannes chez une amie. Il y aura ses parents. Bien sûr, maman. Tu m'appelleras tous les jours. Bien sûr, maman. Tu ne feras pas trop la folle. Mais non. Mais à Cannes, évidemment, il n'y avait pas ses parents. On a passé 15 jours à sortir, s'amuser. Et quand il a fallu rentrer, on n'avait plus d'argent. Comment on va faire pour rentrer? On n'a qu'à faire de l'autostop. De l'autostop, mais t'es folle? C'est trop dangereux. Mais non. Si on tombe sur un dingue, Si le conducteur nous paraît louche, on monte pas et puis voilà. et on a commencé à faire du stop. Salut les filles! Oh, vous allez où là? À Lyon. Ah, je peux vous amener jusqu'à Marseille si vous voulez. Jusqu'à Marseille. Bah ouais.
pas Modeste, dis pas. Pourquoi? C'est un 13. Il est de Marseille. À Marseille, il n'y a que des putes et des macros là. Mais qu'est-ce que t'es coincé? Il a l'air super sympa, allez, viens, on y va. Ça risque rien, je le sens bien. On est monté dans la voiture. Et mon destin a basculé. Je suis tombée amoureuse de lui. Une semaine plus tard, on vivait ensemble et je l'ai présenté à mes parents. Mon père m'a dit, Puisque tu l'aimes, mariez-vous. merci mon papounet, c'est normal ma fille. Et c'est ce que l'on a fait. On s'est mariés. À partir du moment où je me suis mariée, mon seul problème a été lui. Il était coléreux, volage, violent, jusqu'au coup de couteau. On a été mariés 25 ans et on a eu 3 enfants. Il y a 5 ans, on m'a enlevé une tumeur. J'aurais pu mourir. Il n'est même pas venu me chercher à l'hôpital. J'ai dû prendre un taxi pour rentrer chez moi. Et quand je suis rentrée à la maison, il avait découché. Ça a été le déclic. J'ai demandé le divorce. Et le jour de mon divorce, ça a été le plus beau jour de ma vie. J'ai cuisiné mon plat préféré, des pâtes aux fruits de mer. Et je suis partie au Maroc pendant 18 jours pour fêter l'événement avec mes copines. Dans les souks et les casbahs des 4 coins du Sahara. Mariage de mai ne fleurissent jamais. Je t'aime. Moi aussi. Peux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Mais Mais quoi? je ne t'ai pas tout dit. Quoi? À propos de ma vie, Eh bien quoi? je ne t'ai pas avoué certaines choses. Lesquelles? Tu me fais peur. Non, non, c'est pas grave, mais enfin, non, enfin. Bon, dis-le-moi enfin. Ben, j'ai 7 enfants à la charge. Tu as des enfants? Mais non, ce ne sont pas les miens, ce sont ceux de mes parents. Je ne comprends rien. Ce sont mes frères et sœurs, mes parents sont morts. Et comme je suis l'aîné, c'est moi le chef de famille, tu comprends, je ne peux pas les laisser. Ils sont petits, je ne peux pas les laisser tomber. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vois bien, je retrousse mes manches. Pourquoi? Bah, parce qu'une famille nombreuse, c'est du boulot. Alors, c'est oui? Tu veux m'épouser? Mais bien sûr que c'est oui! Mes grands-parents se sont mariés et ma grand-mère a lessivé, a épluché, a lavé, a grondé, a élevé et a mis les frères et sœurs de mon grand-père et ses propres enfants. Ma grand-mère a beaucoup travaillé et ma mère, sa fille, a fait pareil. Je suis née en 1962. Mes parents ont eu 5 enfants, que des filles. Moi, j'étais la dernière des filles et j'aimais beaucoup rêver, m'inventer des histoires. Mais dans la vie, j'avais du mal à m'exprimer. Je confondais les mots. C'est quoi ça sur l'image? Qu'est-ce que tu vois?
Une escalope. Mais non, une antilope. C'est ce que j'ai dit, non? Une escalope. Non. Toi, tu dis une escalope. C'est une antilope. Je m'en fous. Tu ne peux pas t'en foutre, tu ne pourras jamais te faire comprendre si tu confonds les mots. Mais je m'en fous, je te dis, ça m'intéresse pas. Et qu'est-ce qui t'intéresse? Moi, ce qui m'intéressait, c'était de courir dans les champs, de grimper aux arbres, de m'allonger dans l'herbe et de me raconter des histoires. J'avais une imagination débordante. Dans ma famille, on ne parlait pas beaucoup de sujets intimes. Ma mère n'avait pas appris à transmettre. Du coup, mes sœurs ne transmettaient pas non plus. Au secours, au secours! Mais qu'est-ce que tu as? Je suis malade! Mais qu'est-ce que tu as? Je saigne. Où ça? Dans ma culotte. Ah, dans ta culotte. Mais maman, j'ai du sang dans ma culotte! C'est normal, ma chérie. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est que tu deviens une jeune fille. Mais moi, ça ne m'intéressait pas de devenir une jeune fille. Regarde là, un vrai garçon manqué. Je m'en fous. Mais pourquoi tu ne portes pas de jupe? Ça t'irait bien une petite jupe. Je m'en fous. Tu es une jeune fille maintenant, faut que tu arrêtes de jouer au foot. Je m'en avec fous, les je te garçons. dis. Je m'en fous. De toute façon, quand j'essayais de faire des efforts, c'était encore pire. Oh, mais dis donc, ça y est, tu deviens une fille. Oh, tu t'es mise en jupe? Bravo. Et puis tu t'es maquillée aussi. Mais ma parole, c'est la transformation. Attention aux garçons. Alors je revenais dans ma chambre, je remettais mon vieux jean et mes baskets. Et je continue à dire, je m'en fous. Et je continue à dire, je m'en fous, je te dis. Et puis à 20 ans, une amie m'a demandé de défiler pour elle. Elle était créatrice de mode. Tiens, tu vas mettre cette petite robe avec ces escarpins. Mais je pourrais jamais marcher avec. Eh bien, tu t'entraîneras, le défilé est dans 15 jours. T'as le temps. Mais la robe, elle est trop... Elle est trop quoi? trop courte. C'est la mode. On voit ma poitrine. Et alors, c'est joli? Et le jour du défilé est arrivé. Et après ça, je n'ai plus jamais porté de vêtements de garçon. C'était terminé. J'étais devenue une femme. En juin, c'est la saison de tondre les moutons. « 1962. L'Algérie devient indépendante. Tous les harkis doivent fuir leur pays. Fatima? Fatima? Elle n'est pas là? Fatima, Fatima? Mais où elle est? Fatima, Fatima! Fatima n'est pas là, elle est partie vivre dans les montagnes. Fatima s'est enfuie. Elle ne veut pas vivre en France. Si je reste en Algérie, ils vont me tuer. Il reste 2 places sur le bateau. Venez avec moi tous les deux. Nous Nous sommes sommes pas pas bien. harkis. Venez avec moi en France. Ne ratez pas votre chance. C'est ainsi que mon père, ma mère et son frère sont partis en France. En France, ils ont mis dans des camps tous les immigrés pendant 2 ans. Dans ces camps, il y avait des magasins, il y avait des écoles. Ils n'avaient pas besoin de sortir. Ils étaient comme des Indiens dans les réserves. Après, ils sont partis vivre en HLM. Mais dans la cité, il y avait que des Arabes et des Gitans. Ils étaient entre eux, comme au bled. Mon oncle
a interdit à ma mère de sortir et d'apprendre le français. Moi, je suis née dans la cité en 1965. Mon enfance a été merveilleuse. On était une bande d'enfants, on faisait des 400 coups. On n'avait aucune autorité parentale. Mais personne n'abusait. On allait dans la forêt, on faisait des cabanes, on montait sur les figuiers. Et puis, je suis devenue une jeune fille. Plus le droit. Et tout a changé. Plus le droit de fréquenter les garçons. Plus le droit de sortir. Plus le droit de s'habiller comme on veut. Plus le droit aux copains de mon frère de venir à la maison. Mon grand frère ne laissait rien passer. Qu'est-ce que tu fais? Je sors. Avec ce maquillage. Oui. On dirait une pute, t'enlèves ça tout de suite. T'as compris? Je ne veux pas. Tu fais honte à la famille. C'est ça? C'est ça que tu veux? Qu'est-ce qu'ils vont penser les voisins? Que ma sœur est une pute? Les voisins, c'était pire que des caméras de surveillance. Ils voyaient tout. Ils enregistraient tout. Et puis, ils rediffusaient tout. À tous les étages, dans tous les immeubles. Attention, surveille-toi, un voisin est en train de te regarder. J'ai tout fait. J'en pouvais plus. Pourquoi les garçons font ce qu'ils veulent? Et nous, les filles, qui faisons rien de mal, on ne peut pas sortir? Je me rebellais. Je faisais des grèves de la faim, mais ça servait à rien. Mange, qu'est-ce que les voisins vont penser? C'est l'animation qui m'a sauvée. J'ai commencé à 17 ans. On est parti au lac d'Annecy. C'était la première fois que je quittais la cité. Ça a été un choc, une grande ouverture. À 19 ans, mes parents m'ont présenté à un homme. Je n'avais qu'un but, partir de chez eux. J'ai accepté de me marier. Mais je suis mal tombée. La famille de mon mari était encore plus traditionnelle que la mienne. J'ai dû me battre pour avoir un peu de liberté. Chez nous, on dit « je t'enterre ou tu m'enterres ». Ça veut dire qu'on ne divorce pas. Petit à petit, mon mari a compris. Ça n'a pas été facile. Pas facile du tout. Aujourd'hui, j'ai 44 ans. Et je fais ce que je veux. Je fais tout ce que je n'ai jamais pu faire. Je vais au théâtre, je m'engage dans les associations et j'ai repris mes études. Mes parents ont déménagé. Ils habitent maintenant une maison. Ils ne vivent plus sous le regard des voisins. Mes sœurs ont eu une adolescence différente de la mienne. Mes parents leur ont laissé beaucoup plus de liberté. Ça a été une grande ouverture, cette maison. Maintenant, ma mère m'explique comment je dois élever mes filles. Ne sois pas trop dur avec ta fille, laisse-la sortir. Elle a 16 ans. Elle a le droit de s'amuser un peu, c'est de son âge. Il faut que tu comprennes. Le jour où Obama a été élu, on a fait la fête toute la nuit. Ma mère n'arrêtait pas de dire « Le pauvre, ils vont le tuer, ils vont le tuer !» Ils ont assassiné Kennedy. Martin Luther King. Gandhi. Pourvu qu'il ne nous tue pas, Obama. C'est une grande ouverture, Obama. Pourvu qu'ils nous le laissent en vie. Une grande ouverture. Navet, le plante en juillet. La vie de famille, c'est pas facile. La vie de famille, c'est pas facile. J'ai 4 enfants. Parfois, je n'arrive pas à m'en sortir. La solitude. La solitude. Quand on ne parle pas la langue. Avant, je me confiais à ma mère, mais il n'y a plus personne. Ma mère est décédée. J'habite à Bariol depuis 10 ans. Les Françaises, elles font les belles. Combien de fois je me suis fait remballer dans les bureaux. Les femmes musulmanes, elles cherchent la petite bête. Je ne me voile pas, sauf
pour la mort de mon père que je me suis voilée 40 jours. Je pratique la prière et nous mangeons halal. Mon père était algérien. C'était un harki. Il est venu en France en 1964. Je suis née en 1966, à Saint-Étienne. Je suis la 3e des filles. À l'école, il y avait plusieurs harkis. On nous mettait à part. Pour eux, c'était que les harkis qui cherchaient la merde. C'était que les harkis qui cherchaient la merde. À l'adolescence, avec mes parents, c'était dur. Pas de sortie. Tu manges et tu mets ton pyjama. J'étais à l'école spéciale. Il n'y avait que des filles. On nous apprenait la mécanique, la cuisine. Je suis sortie à 17 ans. Je me suis mariée à 23. Il a été choisi par un ami de mon père. On s'est mariés religieusement, pas civilement. Ça a été la galère avec lui. Il était sans papier. Un homme qui cherche le poker, la drogue, les copains. Il a fait la prison. Il a tué une vieille. Il m'a enfermé 48 heures. Je pouvais rien faire. J'allais tout le temps chez ma mère, mais il revenait me chercher. Quand j'ai été enceinte de 2 mois, on est venu vivre avec ma mère à Bariol. Moi, ça ne m'a pas plu ici. J'avais pas d'appartement. J'ai dû habiter avec mes parents. J'ai accouché de ma fille. J'ai accouché de ma fille. Lui, il voulait la garde. Il m'a fait le juge, l'assistance sociale, il venait pas aux audiences. Il avait toujours une excuse, son avocat. Finalement, j'ai eu la garde. Ma mère est tombée malade. Elle a été à l'hôpital. Je ne pouvais pas rester seule avec mon père et ma fille. On m'a présenté quelqu'un. Je l'ai épousé religieusement et civilement, et on a eu 3 enfants. Ma mère est décédée. Et au mois de janvier, mon père est mort. Heureusement qu'il y a mes enfants, sinon j'aurais tourné la carte. Sinon, j'aurais tourné la carte. Le mois d'août est le mois des doutes. Mon grand-père paternel travaillait dans les mines à Gardanne. Il y avait laissé sa peau dans les mines à Gardanne. Accident de travail, il est resté sous la mine. Et sa femme est restée seule avec 10 enfants. Mon père était l'aîné. Il fallait qu'il se marie vite. Une voisine lui a présenté ma mère. Ils se sont mariés. 1 an après le mariage, ma grand-mère leur a dit: Nous sommes algériens. Je veux que on aille vivre en Algérie. Mais pourquoi? Je ne suis pas algérienne. J'avais 2 ans quand je suis venue en France. Je n'ai rien à voir avec l'Algérie. Je ne parle pas l'arabe. Je ne peux pas partir en Algérie. Mon fils, dis à ta femme qu'ici c'est moi qui commande. Et quelques mois plus tard, mon père et ma mère sont partis vivre en Algérie. Ma mère a gardé son accent marseillais en Algérie. Ma mère n'a jamais appris un mot d'arabe en Algérie. Ma mère a toujours porté une tenue moderne en Algérie. Ma mère lisait beaucoup de journaux et elle écoutait la radio, la télévision et les informations en Algérie. Ma mère nous a appris le français parfaitement bien. Je suis née en Algérie en 1967. Jusqu'à 19 ans, la vie était un paradis pour moi. Tous les week-ends, on allait en forêt avec mes parents. On mangeait là-bas, on revenait. On y allait en chantant. On revenait en chantant. Et l'été, c'était les plages. Et puis j'ai rencontré un homme. Ça a été le coup de foudre, le grand amour. Il était très beau. On s'est mariés et l'enfer a commencé.
C'était un homme très possessif. Il était alcoolique, dragueur. Il a essayé de m'étrangler 2 fois. Le jour de mon accouchement, j'ai eu un déclic. Je lui ai dit « Je veux plus de toi !» Mon fils, je l'ai donné à mes parents, pardon. Il ressemblait trop à mon mari. J'ai fait un rejet, j'ai rencontré un autre homme. C'était aussi un coup de foudre. C'était aussi le grand amour. Il avait la barbe. C'était aussi un homme très beau. On s'est mariés. Mais le deuxième était encore pire que le premier. En tout cas, dans les années 90, j'ai connu le terrorisme en Algérie. Je me rappelle, à une certaine heure de la soirée, on éteignait tout. Les habitants de l'immeuble montaient sur le toit pour faire le guet. Si on entendait des sifflements, c'était le signal. Cela voulait dire qu'ils étaient là. Alors on s'enfuyait de l'immeuble en pleine nuit. C'était la psychose. J'entendais des cris, des hurlements. Les terroristes, c'était Ben Laden et compagnie. Il était grand. Il avait de la barbe. Il avait du col aussi. Ils avaient des tresses. Il portait la tenue afghane. Ils revenaient d'Afghanistan. Ils allaient s'entraîner là-bas. Ils voulaient tuer tout ce qui était moderne. Le journaliste. Les flics. Des intellectuels. Les femmes émancipées. Mon oncle m'a proposé de venir accoucher en France. J'y suis allée, j'ai accouché là-bas et je suis revenue. Avec mon deuxième mari, ça n'allait plus. Il me battait. J'ai voulu divorcer, mais l'Algérie, c'est un pays d'hommes. Les femmes sont soumises. Elles n'ont pas le pouvoir. Mon mari m'aurait pris ma fille. Alors, je l'ai convaincu d'aller vivre en France. Dans ma tête, tout était programmé. Mais ici, sa violence empirait. Il nous battait, ma fille et moi. Plusieurs fois, il a voulu me tuer. Alors j'ai fait les papiers. Dans ma tête, tout était programmé. J'ai de la famille ici, mais personne ne m'a soutenue. Maman, tout le monde me tournait le dos. Je suis presque à la rue. Je dois presque mendier. Accroche-toi, ma fille chérie. Surtout ne reviens pas en Algérie. C'est quand le procès du divorce? Dans 15 jours. Je serai là, ma chérie. Je vais venir. Tu ne seras pas toute seule, je te le promets. Au tribunal, c'est ma mère qui m'a donné la force de parler. Après, ça a été un an d'enfer. Je n'avais pas d'argent. Ils ont failli me prendre ma fille. Ce sont les partenaires et les amis qui m'ont soutenue. J'ai fait une formation, j'ai cartonné au diplôme et j'ai trouvé un bon travail. À 40 ans, j'ai trouvé l'homme de ma vie. C'est un homme droit et simple. Maintenant, j'attends mon 3e enfant. Ma fille va très bien. Maintenant, je vais vivre dans le bonheur avec une grande famille. Pour certaines personnes, je suis devenue un exemple. Parfois, j'aimerais dire à toutes les femmes qui se sacrifient, prenez votre place. Vous pouvez le faire. Je l'ai bien fait, moi. 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 En octobre, restez sobre. Mon père est né dans un milieu très bourgeois. En 1968, il est parti vivre dans une communauté agricole. C'est là-bas qu'il a rencontré ma mère. Ils sont devenus bergers. Je suis née en 1979. De 0 à 3 ans, mes parents ont déménagé 20 fois. C'était ça la vie de berger. Après, ils se sont installés à Mastibert et on n'a plus bougé. Mon enfance, je l'ai passée à Mastibert, un village de harkis. J'ai adoré Mastibert.
Je me sentais chez moi à Mastibert. Un jour, j'ai vu une petite fille se faire pipi dessus. Sous sa jupe, elle avait un pantalon. Moi, sous ma jupe, je n'avais pas de pantalon, j'avais une culotte. Elle avait un pantalon. Et pourquoi moi, je n'ai pas de pantalon sous ma jupe? Pourquoi j'ai une culotte? Cette petite fille est d'origine marocaine. Et moi, je ne suis pas d'origine marocaine? Non, toi, tu es d'origine française. Moi aussi, je veux un pantalon sous ma jupe. Non, ce n'est pas possible. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça. Je veux pas que ça soit comme ça. Mon grand-père a divorcé 2 fois. J'avais 5 ans quand il nous a présenté sa 3e femme. Elle était beaucoup plus jeune que lui. Elle est tombée enceinte de mon grand-père. J'ai donc eu un oncle plus jeune que moi. Plus tard, quand on était tous ensemble, les personnes extérieures n'y comprenaient rien. C'est votre petit frère? Non, c'est mon oncle. Alors c'est votre fils? Non, c'est mon petit frère. Alors vous devez être le grand-père. Non, enfin oui, mais juste de la petite, sinon c'est tous mes fils. Petit à petit, les liens se sont rompus. Je n'ai plus vu ni mon grand-père, ni sa femme, ni mon jeune oncle. Après, je suis devenue une adolescente. C'était mon mec, mes potes, mon mec. Il avait 18 ans et moi j'en avais 16. Je veux habiter chez lui. Je t'ai dit non. Mais pourquoi? Parce que je t'ai dit non. J'ai pas besoin de ta permission. Je suis ta mère. Et alors, c'est pas parce que tu es ma mère que tu dois m'emprisonner. Qui t'a parlé de t'emprisonner? J'étouffe avec vous. Et toi, dis quelque chose, tu es son père quand même. Oh, mais laisse-la faire ce qu'elle veut, après tout, c'est sa vie. On ne peut pas décider pour elle. Le lendemain, mon père m'a accompagnée chez mon copain. Et mon copain vivait chez ses parents. J'ai vécu avec eux pendant 6 mois. Et puis j'ai appelé ma mère. Allô, maman? Je peux rentrer à la maison? Avec lui, c'est encore pire qu'avec vous. Il est possessif, jaloux, il me laisse jamais respirer. J'étouffe avec lui. Maman, j'étouffe. Je suis rentrée chez mes parents et j'ai passé mon bac. Après, j'ai voyagé toute seule, pendant 1 an. Je travaillais dans les pays où j'allais. Je voulais être libre. Les îles Fidji, l'Italie, les États-Unis. J'avais soif de liberté. Mais j'ai rencontré autre chose. Les crises d'angoisse. Qu'est-ce que tu as? Je sais pas, j'étouffe, je comprends pas pourquoi. Souvent, j'ai l'impression de... Je ne peux pas respirer. J'ai fait beaucoup de petits boulots pendant des années. Aujourd'hui, j'ai décidé de devenir comédienne. Ça me plaît de jouer la comédie, d'être toujours sur les routes, d'incarner des personnages et puis de les laisser, de rencontrer des gens puis de les quitter. Chacun sa route, chacun sa vie. Je ne veux pas qu'on m'attache et je ne veux attacher personne. J'ai soif de liberté. Te lo diré bien clarito. Ah, yo que lo escucho. De la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. En novembre, commence le feu dans la chambre. J'ai 18 ans, je trouve les femmes maso. Les femmes ne veulent pas d'un garçon doux et gentil. Elles cherchent des hommes durs et méchants. En fait, je crois qu'elles aiment se soumettre. Je trouve ça révoltant, les filles qui se laissent maltraiter. Si une femme couche avec plusieurs hommes, elle est considérée comme une pute. Par contre, pour les hommes, la sexualité multiple, c'est accepté. À notre époque, c'est fou quand même. À mon avis, le sexe féminin est tabou. On a de la chance tout de même. On vit dans une belle ville. Moi, j'habite dans le quartier de la Roquette. C'est convivial. Tout le monde se connaît. Tout le monde vient d'univers, de milieux ou d'ethnies différentes. On se dit bonjour même si on ne se connaît pas bien. C'est chouette.
Je suis née à Paris. Quand j'étais bébé, oui, quand j'étais bébé, mes parents et moi, on habitait dans une chambre de bonne, sous les toits. Après, quand mon petit frère est né, on a logé dans 3 chambres de bonne. Le couloir, c'était l'atelier de mon père. J'ai de très bons souvenirs de cette époque. J'étais heureuse. J'étais heureuse. J'étais heureuse. Quand j'ai eu 5 ans, mes parents ont divorcé. Et là, c'est le trou noir. Je ne me souviens plus de rien. À 9 ans, je suis venue à Arles avec ma mère. Le premier jour, je suis arrivée en retard à l'école. Quand je suis entrée dans la classe, tous les visages se sont tournés vers moi. J'ai eu peur. Je voulais rentrer chez moi. J'étais très timide. En dehors de l'école, je faisais de la musique. Je me sentais bien parmi les amis de ma mère. J'ai commencé à me faire des amis au collège. Après, on ne s'est jamais perdu de vue. Ils venaient souvent à la maison. J'ai adoré le collège grâce à mes amis. Au lycée, j'ai eu un ami qui est mort dans un accident de voiture. Il y a des gens qui sont allés voir son corps. Des gens qui le connaissaient à peine. Ça me choque ce besoin que les gens ont d'aller voir la mort. Je trouve qu'il y a trop de gens qui se plaignent. Moi, j'ai envie de me souvenir que des bons moments. La vie est courte. On vit trop peu de temps pour s'appesantir sur les moments difficiles. Je préfère aller de l'avant. Je préfère être optimiste. Je me souviens, quand ma grand-mère est morte d'un cancer, je voulais trouver Monsieur Cancer et le tuer. Ma mère aussi a eu un cancer. Heureusement, elle a guéri. Ce qui m'a choquée, c'est que mon père n'a pas voulu me garder quand ma mère était à l'hôpital parce que sa femme était enceinte. Je n'aime pas beaucoup ma belle-mère. Elle n'est pas sympa. Elle est toujours un peu odieuse. Elle a eu le cancer, elle aussi, 2 fois. J'adore ma mère. Elle est forte, gentille, intelligente. Elle se donne les moyens de faire ce qu'elle veut. J'admire sa liberté. J'ai un super rapport avec elle. Plus tard, j'ai envie de devenir comédienne. J'aimerais avoir 2 enfants, mais seulement quand ma vie professionnelle sera établie. Si je ne réussis pas à devenir actrice, j'ai envie de faire bouger le monde. Par exemple, je serai maîtresse en Afrique. J'ai envie d'être une femme active. Mais je n'ai pas forcément envie de grandir. Je voudrais rester une jeune fille. Je voudrais être comme Peter Pan. Ne jamais vieillir. Ne jamais vieillir. Ne jamais vieillir. En décembre, fais du bois et endors-toi. Papa, c'est où que grand-père il était pendant la guerre? À Buchenwald. Ça a été dur pour lui, t'as vu? C'était un endroit, il nous racontait pas trop. Quand il est mort, mon grand-père, pendant 10 ans, 10 jours, on n'a pas mangé de viande. On n'a pas regardé la télé. On a veillé dehors avec le feu. On a brûlé ses affaires. C'est toujours comme ça quand quelqu'un meurt chez nous. Toute la famille était là. C'est normal, t'as vu? Sans la famille, t'es rien. Quand il est mort, j'avais 10 ans. Maintenant, j'en ai 16, t'as vu? On a grandi ici. Ici, on a un terrain avec de l'eau. On est bien. C'est la mairie qui nous a prêté le terrain, t'as vu? À l'école, on me disait qu'on était des gitans. Ça me plaisait pas. Ça plaît à personne. Maintenant, on réagit, t'as vu? Avant, on réagissait pas. J'ai changé d'école et là, c'était bien. J'avais des copines. Mais j'avais de la poitrine, t'as vu? Mes copines, elles en avaient pas. C'était gênant.
T'as vu? Alors je me suis dit, laisse tomber l'affaire. Je suis pas rentrée au collège, j'ai arrêté au CM2. C'est ma belle-sœur qui m'a empêché de faire des conneries. Si tu passes des journées à rester sur le terrain, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu traînes en ville. On connaît la ville par cœur. Vaut mieux travailler. J'ai fait une 6e par correspondance. Et maintenant, je suis en stage. Je voudrais travailler et bien réussir. Je voudrais avoir un boulot stable. Je voudrais aider les vieux. Le problème, c'est que les femmes veulent travailler. Mais avec les gamins, c'est difficile, t'as vu? Moi, je suis trop jeune pour me marier, t'as vu? Et avoir des enfants. Je veux d'abord travailler. Je veux travailler et mettre plein de sous de côté. Chez nous, pour le mariage, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de mairie, t'as vu? On met un grand chapiteau, de la bière et on fait la fête toute la nuit. Et puis, ils vont dans leur caravane et ils font leur truc. La virginité, t'es obligé, sinon tu restes sur le terrain. Avant, c'était les parents qui choisissaient avec qui tu te mariais. Tu pouvais pas te marier avec un Français, t'as vu? Maintenant, ça a changé quand même. Si je choisis un Français, je vais prendre des coups, mais ça va passer. En cuisine, je sais faire la purée. Tu prends un sachet, tu mets du lait et du beurre, tu touilles et c'est fait. J'en fais pour mes neveux et nièces. En fait, je sais pas faire la cuisine. Mais ma mère, elle fait bien la cuisine. Le couscous surtout. Le couscous de ma mère. Ah, il est trop bon. Vous les femmes, vous pensez avec le cœur. Vous les femmes, vous embellissez nos heures. On vous doit la vie, on vous doit nos joies et notre premier sourire. Et lorsqu'on a peur, quand on est petit, on se réfugie contre votre cœur. Vous nous consolez chaque fois en nous berçant dans vos bras. Vous les femmes, vous pensez avec le cœur. Vous les femmes, vous embellissez nos heures. Vous les femmes, vous donnez tout sans compter. Vous les femmes, simplement soyez des filles. Vous êtes pour nous notre premier rêve.